Bonjour et bienvenue dans cette capsule où on va parler aujourd'hui des incertitudes de répétabilité. Alors, lorsque vous faites une série de mesures, comme par exemple la période d'oscillation d'un pendule, vous n'allez pas systématiquement trouver la même valeur pour la durée de chaque oscillation. Cela n'est certainement pas forcément dû au dispositif, mais plutôt à la qualité des mesures que vous réalisez. Prenons l'exemple ici, première oscillation 15,3 secondes, et puis 15,4, 15,2, 15,6 et 15,3. Les petites incertitudes de mesure, les petites erreurs de mesure ici, sont dues à la qualité de l'appréciation des périodes d'oscillation cause du dispositif. Alors, quand une série de mesures est réalisée plusieurs fois, comment déterminer l'intervalle de mesure dans lequel se trouve la valeur vraie ou comment déterminer l'incertitude absolue sur cette mesure? Alors, il existe une technique statistique. La première chose à faire va être de calculer la valeur moyenne de la période, de la valeur moyenne de la valeur qu'on mesure. Pour ça, voilà comment est-ce qu'on fait. Vous savez calculer une valeur moyenne. On fait la somme de toute la valeur et on divise par le nombre de valeurs. Écrit différemment en langage mathématique, on le notera. Somme allant de x égale 1 à x égale n. Somme allant de x pour xi avec i égale 1 à n, divisé par n, c'est-à-dire le nombre de mesures. Alors dans notre exemple de chronométrage de la période d'oscillation d'un pendule, la valeur moyenne était égale à 15,4 secondes. Pour déterminer l'incertitude absolue sur notre mesure, il va falloir ensuite calculer l'écart type n-1 de la série de mesures. Pour ça, il suffit de faire la racine carrée de la somme des xi allant de i égale 1 à i égale n, moins x moins le tout au carré divisé par le nombre de mesures moins 1. Oui, bon, d'accord, c'est un peu barbare, mais en prenant un exemple. La première valeur que nous avons mesurée, qu'on appellera x1, ou t1 pour une durée, était égale à 15,3 auquel je soustrais la valeur moyenne, le tout est mis au carré ici, j'additionne la valeur de la deuxième mesure moins la valeur moyenne, le tout au carré, la troisième mesure moins la valeur moyenne, la quatrième mesure moins sa valeur moyenne, toujours au carré, etc. Et je divise le tout par le nombre de mesures, 5 moins 1. Le résultat ici est à 0,16. Bon, d'accord, la méthode est peut-être un peu barbare, et votre calculatrice peut vous être assez utile dans ce cas. Voyons comment ça fonctionne. Alors, prenons l'exemple des calculatrices Casio. Lorsque vous êtes dans le menu principal, vous pouvez aller ici sur l'onglet Stats pour statistiques, en vous déplaçant avec le curseur ici ou en tapant sur la touche 2, ce menu correspond donc au deuxième. Vous avez ensuite une liste de valeurs qui s'affiche, alors vous pouvez rentrer manuellement toutes les valeurs que vous aviez dans votre série de mesures. En ce qui me concerne, 15,3, 15,4, 15,2, 15,6 et la dernière valeur était 15,3. Entrée. Ensuite, il faut appuyer sur la touche Calque ici. Pour cela, elle se trouve en dessous du bouton F2. Je clique sur F2. Ici, il faut savoir que pour obtenir la valeur moyenne et l'écart type, ou l'écart type n-1, il va falloir cliquer sur la touche qui se trouve ici, c'est-à-dire un var. C'est la touche qui se trouve là. Allons-y. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient x bar qui correspond à la valeur moyenne du temps mesuré. On a bien nos 15,36 en arrondissant 15,4 secondes, ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Et ici, vous allez retrouver l'écart type et l'écart type n-1. Vous constaterez que l'écart entre les deux valeurs n'est pas excessif. Et ici, la valeur de n, c'est-à-dire la taille de l'échantillon. Donc ici, 5 pour 5 mesures. Donc, la calculatrice permet de simplifier pas mal les choses lorsqu'on calcule un écart type. Alors, dans le cas d'une incertitude de répétabilité, après avoir calculé la valeur moyenne et l'écart type, comment trouver l'incertitude absolue sur nos mesures? L'étape suivante consiste à faire un petit calcul. Ce calcul est le suivant. L'incertitude de répétabilité sur la mesure x est donnée par delta x égale k fois sigma n-1, c'est-à-dire l'écart type, divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon n. D'accord. Dans ce cas-là, k est le facteur d'élargissement. Ok, je vois un petit peu vos yeux écartés en vous disant, mais très bien, ça commence à être un peu compliqué. C'est quoi le facteur d'élargissement?
cela demande une petite explication. Alors, lorsque vous faites une série de mesures d'un phénomène, en général, si vous prenez un très grand nombre de mesures, l'ensemble des mesures seront réparties de la manière suivante. La plupart des mesures seront autour d'une valeur moyenne, ici. Certaines valeurs seront plus faibles, ce seront les valeurs inférieures, et certaines valeurs seront supérieures à la valeur moyenne. Lorsque vous faites un calcul sur l'incertitude absolue delta x, si vous choisissez un facteur d'élargissement égal à 3, dans ce cas-là, vous aurez environ 99% de chances que la vraie valeur du phénomène que vous mesurez soit comprise entre la valeur moyenne moins delta x, c'est-à-dire l'estimation inférieure, et la valeur moyenne plus delta x, l'estimation supérieure. Si par contre, vous voulez réduire un petit peu votre intervalle de confiance, si vous choisissez un facteur d'élargissement k égale à 2, dans ce cas-là, vous trouverez une nouvelle valeur de delta x et la valeur vraie aura 95% de chance de se trouver entre ici l'estimation inférieure, xy moins delta x, et l'estimation supérieure, xy plus delta x. Et si vous voulez encore affiner votre incertitude absolue, vous pouvez choisir un facteur d'élargissement k égale à 1, mais dans ce cas-là, la valeur vraie n'aura plus que environ 70% de chance de se trouver entre xy moins delta x et xy plus delta x. Pour faire simple, lorsque vous calculez l'incertitude de répétabilité ici, si le facteur d'élargissement est égal à 3, vous aurez 99% de chances que la valeur vraie soit dans l'intervalle de confiance, et si vous prenez un facteur d'élargissement égal à 2, dans ce cas-là, la valeur vraie aura 95% de chances d'être compris dans l'intervalle de confiance. Peut-être qu'il vous faut un petit exemple. Pour notre oscillateur, on avait une valeur moyenne du temps d'oscillation du pendule était à 15,4. On a mesuré un écart type, on a calculé un écart type à 0,16 ici. Pour connaître l'incertitude sur la mesure de t, l'incertitude de répétabilité, on veut que cette incertitude de répétabilité, que la valeur vraie ait 99% de chance d'être compris dans l'intervalle de confiance. On choisira donc une valeur de k égale à 3. Donc, 3 fois ici l'écart type, divisé par la racine carrée du nombre de la taille de l'échantillon, c'est-à-dire 5 prises de mesure, on va trouver ici une incertitude de répétabilité delta t de 0,2 secondes. Qu'est-ce que ça signifie? Mon expérience, c'est-à-dire la période d'oscillation du pendule, le pendule a une période d'oscillation moyenne de 15,4 secondes. On a calculé une incertitude de répétabilité de 0,2 secondes. La vraie valeur de la période d'oscillation du pendule est donc comprise entre la valeur moyenne moins mon incertitude de répétabilité et la valeur moyenne plus l'incertitude de répétabilité. Cela signifie que la vraie valeur de la période d'oscillation du pendule est comprise entre 15,4, la valeur moyenne, moins 0,2, c'est-à dire 15,2 secondes. Et ça, c'est pour l'estimation basse. Et pour l'estimation supérieure, on a 15,6 secondes. Cela signifie, notre étude signifie que, comme on avait choisi un facteur d'élargissement à 3, que la valeur vraie de la période d'oscillation du pendule a 99% de chance d'être comprise entre 15,2 secondes et 15,6 secondes. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur les incertitudes de répétabilité. Il vous reste à faire une bonne série d'exercices sur ce thème. Et moi je vous dis, à plus en classe!